Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à votre émission Monde Politique de la radio Watt FM et de la télévision Sur TV. Nous recevons pour vous aujourd'hui une personnalité multi-casquette. Il s'agit de Monsieur Dissan Bourema Nyoumou, expert en développement local, ancien député maire de la commune de Houndé. Il est également nutritionniste, chargé de la communication du PPS, un parti politique. Plusieurs cordes à son arc. Aujourd'hui, nous allons parler des collectivités territoriales et nous disons bonjour et bienvenue à notre invité. Bonjour M. Bouma. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes un expert en développement local. Vous avez officié à Houndé en tant que maire et à l'Assemblée nationale en tant que député. Sur le plan politique, actuellement, vous êtes chargé de communication du PPS, mais vous êtes également nutritionniste. Des questions nutritionnistes, nous allons camper le décor avant d'arriver dans le vif du sujet, puisqu'on va parler de développement, donc on parlera également de politique de nutrition. Alors vous êtes nutritionniste, il y a un constat, c'est que les fast-foods se développent dans nos villes, que ce soit dans les grandes villes ou dans les moyennes villes. Les fast-foods sont devenus un autre phénomène qui est en train de se développer. Pour le nutritionniste que vous êtes, que représente une telle situation? C'est une chaîne économique, c'est une chaîne de restauration, donc derrière il y a du chiffre, derrière il y a de l'argent, il y a des gens qui viennent également s'y restaurer, mais vous êtes nutritionniste. En tant que nutritionniste, est-ce que vous avez un regard sur ce phénomène? Merci M. Bougouma. En tout cas, vous me faites honneur de m'inviter sur votre plateau. Et ce que je peux dire en tant que nutritionniste, c'est d'abord de féliciter le gouvernement du Burkina Faso pour l'engagement dont il a fait montre depuis quelques décennies dans le domaine de la nutrition et de la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes. Okay. Ce que vous évoquez est quelque chose de très important, en ce sens que je vais m'appuyer sur un adage qui dit « il n'y a de poison que la dose ». Ce qui veut dire que ces fast-foods qui naissent, c'est à la fois bien, mais c'est à la fois un danger lorsqu'on en abuse. Bien, pourquoi? Parce que ça permet à certaines personnes de s'alimenter, ça permet à certaines personnes d'avoir des emplois. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est devenu un phénomène exagéré et un phénomène qui se développe la nuit. Et du coup, ça pose un problème pour l'organisme. Vous savez très bien, dans une alimentation saine, le repas du matin est le plus important. Le repas de midi, moyennement important, et le repas du soir, négligeable. Malheureusement, les fast-foods dont il est question sont plus développés la nuit et les jeunes, les ados et parfois certains adultes s'adonnent vraiment à une consommation excessive. Alors, si on prend ça globalement comme ça, c'est un danger. Mais si on va dans les détails, les ingrédients qui composent ces fast-foods posent un problème en termes de valeur nutritionnelle, en termes de qualité parfois, et du coup, on se retrouve avec des problèmes multiformes et difficiles à résoudre comme l'obésité, le surpoids et d'autres maladies chroniques non transmissibles comme les questions de tension artérielle et autres qui sont liées à certains ingrédients que les tenants des fast-foods peuvent utiliser pour la fabrication soit d'un pain anglais ou d'un hamburger Donc du coup, il faut que les populations sachent raison garder de modérer dans la consommation de ces aliments dits fast-food. Alors, c'est-à-dire que l'horaire normal de fréquentation, ça devait être le matin? Naturellement, si les gens voulaient manger, il faut manger soit le matin, soit à midi, mais pas le soir. Et là encore, je vous attire votre attention sur un phénomène. La composition intrinsèque de l'aliment lui-même peut poser problème. Okay. Indépendamment de sa valeur nutritionnelle, qui est très énergétique, la composition, je dirais, intrinsèque de ces fast-foods-là peut poser problème. Parfois, on ne connaît même pas la qualité de l'huile qu'on utilise, la qualité de la viande qu'on utilise, la salade, est-ce qu'elle est bien nettoyée, est-ce que... il y a tous ces aspects qu'il faut, surtout que c'est des préparations nocturnes. Donc, et c'est dans des quartiers. Les gens, parfois, vont très vite. On a vu beaucoup de gens utiliser vraiment des ingrédients de qualité très piètre. Mais pourquoi est-ce que la nuit, c'est déconseillé? C'est à cause de la valeur nutritive. Vous savez que la nuit, l'organisme est au repos.
nous ne menons pas beaucoup d'activités. Du coup, lorsque tu consommes beaucoup d'énergie, l'organisme n'arrive pas à utiliser et ça crée donc de l'énergie supplémentaire qui se transforme et qui s'accumule, ce qui entraîne du coup le surpoids, parce que plus tu as de l'énergie que tu ne dépenses pas, plus ça se transforme et ça pose des problèmes. Vous voyez, on se retrouve avec des gens qui ont beaucoup de graisse et les graisses font beaucoup de dégâts dans le corps. Ça peut aller jusqu'à un peu perturber la circulation sanguine lorsque la graisse se retrouve autour des vaisseaux sanguins et ça pose d'autres conséquences qu'on ne maîtrise pas trop. Vous voyez, parfois les gens ont des crises cardiaques, les gens ont ceci, ont cela, mais c'est lié un peu à tous ces aspects que nous ne maîtrisons pas. C'est lié à tous ces aspects que nous ne maîtrisons pas. Certainement, on aura un autre rendez-vous pour parler de fast-food, pour parler de valeurs nutritionnelles, pour le bien-être de nos populations. Je disais que vous êtes multicasquette, vous êtes expert en développement local, ancien député maire de la commune de Houndé. Là également, il y avait eu cette crise parce qu'après les élections de 2020, vous aviez été interdit de siéger parce que vous aviez changé de parti politique, vous avez été en justice. L'épisode judiciaire est à quel niveau? Merci Bernard de nous ramener à un passé, je dirais, assez sombre pour le milieu politique et pour l'administration publique, parce que vous vous souviendrez qu'à l'époque, il y avait 19 communes qui étaient concernées par la mesure prise par le MATD d'alors, M. Clément Savadogo, naturellement, et dit intimement les gouverneurs de remplacer les conseillers municipaux qui ont fait l'objet de migration vers d'autres partis politiques. À l'époque, naturellement, ils n'avaient pas analysé de fond en comble la loi. La loi, en tout cas, était en faveur de ceux qui avaient migré sans avoir démissionné de leur parti politique. Ce qui nous a amené donc dans un épisode judiciaire qui a pris du temps, mais qui a connu un dénouement très heureux en faveur des maires. Moi, personnellement, après avoir perdu le référé au tribunal administratif, quand le tribunal s'est penché sur le fond du dossier, bon, finalement, j'ai gagné. L'État a été condamné aux dépens. Et bon, moi, j'ai été restitué dans mes droits. Bon, mes droits en tant que maire jusqu'à la dissolution des collectivités par la transition de l'ancien président d'Amiba. Voilà un peu ce que je peux dire en résumé. Mais il y a eu beaucoup d'imbrications et beaucoup d'implications jusqu'à l'aboutissement donc de cet épisode judiciaire. Donc c'est clos. C'est clos actuellement, puisque l'État n'a pas fait appel. Donc après que la période s'est écoulée, bon, je considère que c'est clos. Aujourd'hui, à monde politique de la télévision TV et de la radio Watt FM, nous parlons de la transition et des collectivités territoriales. Est-ce que la transition est une menace ou une opportunité pour les collectivités burkinabées? Parce que vous savez que le Burkina Faso a plusieurs expériences de transition de 2014 à 2015. Ensuite, la courte épisode de 8 mois du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba qui se prolonge également avec l'épisode du capitaine Ibrahim Traoré. Alors, que faut-il faire en la matière? Aujourd'hui, nous sommes également en transition. Opportunité ou menace? Alors, les transitions et les collectivités territoriales, nous allons en parler. Donc, c'est d'ailleurs le plat central de cette émission. Nous sommes en transition au niveau des collectivités territoriales. Comment est-ce que ça se ressent? Alors, merci Bernard de nous permettre de nous exprimer sur un sujet d'une importance très capitale. Les collectivités sous transition. C'est quelque chose d'assez important parce que la base du développement de notre pays commence par les collectivités. Et naturellement, lorsque les collectivités sont ébranlées, comme dans le cas des transitions, le développement en prend un coup. Et mieux encore, le développement local prend un gros coup. Alors, je dois dire que les transitions devraient être une opportunité pour les collectivités, mais malheureusement, parfois, ceux qui dirigent ces transitions font l'erreur d'en faire une opportunité pour les collectivités parce qu'ils restent toujours dans le carcan de la gestion classique des politiques ordinaires. Et ça fait que, au bout du compte, les transitions deviennent une menace pour les collectivités. Et il vous souviendra, ou je me rappelle,
la transition de 2014-2015. Lorsque les maires ont été installés, on a vu beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts en termes d'investissement, beaucoup de dégâts en termes de qualité d'investissement. Après la délégation spéciale. Après la délégation spéciale, ça pose énormément de problèmes. Donc c'est carrément lié à un individu. Si la personne a une volonté manifeste de faire de bons investissements, tant mieux. Sinon, ça frôle un peu la catastrophe. Voilà pourquoi j'ai dit, ceux qui dirigent les transitions peuvent en faire des opportunités, parce que les transitions, généralement, ce sont des moments charnières pour faire des réformes, et des réformes conséquentes. Mais malheureusement, les gens ne vont pas dans ce sens. Les gens vont dans l'investissement rapide. Je ne sais pour quelle fin, mais malheureusement, c'est ce qu'on constate, et ça devient extrêmement difficile lorsque les nouveaux élus reprennent le flambeau, et il y a beaucoup de choses qui sont à terre. D'accord. En la matière, juste après que la transition soit déclarée, la suspension ou la dissolution des collectivités territoriales, on passe à la mise en place des délégations spéciales. Comment est-ce que la mise en place de ces délégations spéciales se fait? Alors, d'abord, de la dissolution des collectivités, ça fait partie des erreurs des différentes transitions. En quoi est-ce que c'est des erreurs? Vous voyez, lorsque vous dissolvez des conseils municipaux, tout l'élan de développement est cassé. Or, la réalité de la dissolution n'est que politique. Or, une transition ne devrait pas être politique. Alors, on détruit les conseils municipaux pour des causes politiques, en se disant, bon, c'est ceux qui ont quitté le pouvoir qui sont au niveau des collectivités, alors il faut les détruire. C'est de là qu'on pouvait aller dans le sens des institutions fortes. Si on arrivait à consacrer et à consolider les collectivités, probablement, il se pourrait qu'on ait à la base un développement inébranlable. Mais qu'à cela ne tienne, lorsqu'on dissout les collectivités, alors, pour mettre en place des délégations spéciales, c'est des cooptations. Il y a un texte, il y a un décret qui décrit qui fait partie de la délégation, quels sont les corps constitués ou quelles sont, en tout cas, les forces vives qui vont constituer la délégation. Bon, vous comprendrez avec moi qu'on aille prendre quelqu'un qui n'a pas un enjeu électoral, qui n'a pas un enjeu, je dirais, qui n'a pas de compte à rendre à la population en réalité, pour venir gérer une délégation spéciale. Il fera donc ce qu'il veut, il fera ça comme il veut, et au bout du compte, ça devient un peu compliqué. Voilà, alors qu'il y a des forces qui composent la délégation spéciale. Ce n'est pas que le préfet ou le haut-commissaire. Il y a toute une liste de personnes affectées aux différentes forces vives qui siègent. Bon, si je dois caricaturer les délégations spéciales, je dirais que en fait, c'est comme si l'administration reprenait les collectivités. Du coup, les délégations spéciales sont en majorité composées des services techniques déconcentrés de l'État. Ah oui. Vous allez aller trouver l'élevage, l'environnement, l'enseignement, ainsi de suite. On part grignoter quelques personnes, soit les religieux, soit les coutumiers, et puis bon, on fabrique un truc, et puis bon, les gens avancent là-dessus. Sinon, le gros lot, c'est l'administration. Le gros lot, c'est l'administration, les services techniques déconcentrés de l'administration. Et ça, c'est un peu difficile. Alors que nous sommes dans un élan de décentralisation. Alors, exactement. Et vous voyez le danger avec ça. Le premier responsable est un préfet. Il suffit d'un mercredi pour qu'il quitte. Donc, il est là, mais en fait, il est sur la pointe des pieds. Du coup, vous imaginez ce dont il est capable, ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Il y a des exemples assez difficiles. Comme dans certains cas, le préfet PDS ne peut même pas agir. Pourquoi? Il ne peut pas agir parce que d'abord un préfet est le subordonné du haut-commissaire. Alors du coup, il doit rendre compte au haut-commissaire. Mais quand vous prenez un maire élu, il n'a pas de compte à rendre à un haut-commissaire. Le haut-commissaire est là pour le conseiller. C'est une tutelle administrative qui sert de conseil. Mais compte aux populations. Voilà. Et le maire élu a des comptes à rendre à la population. Il a des conseillers qui vont rendre compte au village. Et lui-même, quand il y a des occasions, il a des séances de redevabilité. Et lorsque vous avez un préfet qui doit rendre compte au haut-commissaire ou un haut-commissaire qui doit rendre compte au gouverneur, la subordination fait que le préfet n'a pas les mains libres. Parce qu'il est d'abord préfet avant d'être maire.
il ne peut pas se déroger de son rôle de préfet. Deuxièmement, quand vous prenez les autres membres de la délégation spéciale, si je suis un chef de service départemental désigné par mon directeur provincial pour aller participer à une délégation spéciale, je lui rends compte. Si je suis un jeune désigné par le conseil communal des jeunes pour aller représenter les jeunes, je rends compte à mon président ou à mon équipe. Bon, il y a des petits trucs qui font que, à un moment donné, on se retrouve avec une équipe qui décide soit d'être complice et d'avancer, ou soit de s'opposer pour que le travail ne marche même pas, finalement. Il y a les deux cas parfois d'une localité à une autre. Exactement. Ou parfois de laisser carrément le préfet et ses adjoints, ses vice-présidents travailler sans se mêler. Quand il y a un conseil, les gens viennent s'asseoir et puis ils s'en vont. Alors, quand il s'agit des élus locaux, il y a un enjeu. Il y a un enjeu pour ta réélection et il y a un enjeu pour la redevabilité envers les populations qui t'ont élu. Et n'oubliez pas que si nous allons de l'autre côté, dans la question du partenariat, beaucoup de partenaires préfèrent travailler avec des maires, des élus, parce qu'ils relèvent de la légitimité populaire. Mais quand vous voyez quelqu'un qu'on a nommé, tu discutes avec lui aujourd'hui d'un projet. Le mercredi qui suit, bon, on l'envoie dans une autre commune ou dans un autre département. Tu viens, tu trouves un nouveau, tu es obligé de recommencer à zéro. Ouais. Donc il y a tous ces aspects. Quand on prend en compte, vous allez voir que dans certains pays, lorsqu'il y a un bouleversement institutionnel, on ne touche pas aux collectivités. Parce qu'on est arrivé à stabiliser les collectivités de telle sorte que tu les touches ou pas, ça ne changera pas. Comme anecdote, je me rappelle, au coup d'État de Damiba, bon, j'ai eu l'occasion de me prononcer et je leur ai dit que ça ne servait pas de dissoudre les collectivités. Bon, il est ressorti que, attention, les collectivités, c'est la base politique de tous les partis politiques. Si on ne les détruit pas, bon, on ne va pas terminer notre transition. Mais elles ont été dissoutes, les collectivités. Mais la transition de Damiba n'est pas terminée quand même. C'est quand même paradoxal quand on y analyse. Et j'ai cru que à la prise du pouvoir du président actuel, alors j'ai cru réellement qu'il allait corriger cette erreur en rétablissant les collectivités pour que les collectivités puissent travailler et que les élus puissent reprendre la machine. Mais bon, ils ont persisté là-dedans. On espère que, et après la transition, il n'y aura pas véritablement de dégâts. D'accord. Vous espérez qu'il n'y aura pas véritablement de dégâts, mais les délégations spéciales siègent en conseil comme comme on appelle ça, comme quand c'est le maire qui préside. Donc il y a des sessions de conseil qui sont tenues. De quoi est-ce qu'ils discutent en la matière? Les préfets PDS jouent le même rôle que les maires. Ok. Je dis toujours que c'est une question d'enjeu, d'engagement et de redevabilité. Parce que je suis nommé et je suis élu, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes engagements, on n'a pas les mêmes manières de rendre compte. Sinon, ils font exactement ce que les collectivités font. Ils siègent pour voter leur budget, ils vont à la CTR pour valider leur budget, bon, ils font des investissements, voilà, et c'est les mêmes procédures, on retrouve les mêmes services techniques municipaux, on retrouve les mêmes services techniques déconcentrés pour accompagner ces collectivités. Sauf que c'est comme être juge et partie à la fois. Parce que les services techniques déconcentrés, leur rôle, c'est d'accompagner les collectivités et les élus locaux. Bon, si tu te retrouves à t'accompagner toi-même, ça pose énormément de difficultés. Donc, vous comprenez avec moi qu'ils peuvent jouer le même rôle, mais qu'on n'aboutit pas au même résultat, forcément. D'accord. Au niveau de l'État central, on dit toujours que les transitions sont des opportunités pour réglementer un certain nombre de choses, pour poser les jalons d'un vrai développement. Est-ce que ça allait forcément au niveau des collectivités? Moi, je dis non. Et mon non est très ferme. Parce que la transition de 2014 ne nous a pas permis de régler d'abord le problème de transfert des compétences. Pourtant, c'est acté. Et je constate vraiment avec beaucoup de regrets que les deux transitions qui se succèdent n'ont pas pensé aller dans ce sens. Quand vous prenez les 12 blocs transférés, aujourd'hui, qu'est-ce qui est opérationnel? Ce qui est opérationnel, ça ne dépasse même pas 4 en dehors de l'éducation, l'eau, la santé. La santé qui est transférée à moitié, je dois dire. Mais on devait travailler à rendre les collectivités comme les ouvriers à la base. Et l'État doit se débarrasser de tout ce qui est possible au niveau des collectivités. Quand les gens se permettent de dire que les collectivités n'ont pas la ressource humaine pour travailler, je dis, mais si les collectivités n'ont pas la ressource humaine pour travailler, l'État n'en a pas.
Parce que les services techniques déconcentrés, leur rôle, c'est d'accompagner les collectivités. Et l'État a plein de ressources. L'administration publique est pleine de personnes qui tournent les pouces. Affecter les gens dans les collectivités, et on lance la machine pour travailler avec les élus. C'est comme ça que ça doit se passer. Donc pour moi, les transitions, comme je le disais tantôt, c'est des périodes charnières pour régler beaucoup de choses. Aujourd'hui, on devait sortir de cette transition avec tous les blocs transférés aux collectivités et les ressources avec, afin que les collectivités puissent être les ouvriers du développement à la base. Mais ce n'est pas encore fait. Naturellement que ce n'est pas fait. D'accord. Alors, madame, monsieur, vous suivez l'émission Monde Politique et notre invité est monsieur Dissan Bourema Nyoumou, expert en développement local, ancien député maire de Houndé. Avec lui, nous parlons de savoir, nous cherchons à savoir si les transitions sont des opportunités ou des menaces pour les collectivités territoriales, parce que là-bas c'est un autre niveau, parce qu'on parle de démocratie de proximité, de développement à la base. Maintenant, venons au niveau des populations. Quand il y a une transition comme ça, comment est-ce que les populations accueillent à la base? Parce que les populations également suivaient la réalisation ou l'implémentation de certains projets qui étaient lancés. Comment est-ce que les populations suivent ces choses-là? Quand on a la chance, les populations adhèrent et ça marche. Mais d'un côté, il arrive des fois que les nouvelles autorités qui s'installent pour la délégation spéciale, il arrive qu'elles déboîtent complètement de la ligne de conduite qui avait été établie par les élus. Parce que n'oubliez pas que la question politique est toujours en dessous. Malheureusement, ce qui module cette question politique dans les transitions, c'est que la plupart des transitions ont des tendances politiques. Quand vous prenez la transition de 2014-2015, elle a eu une tendance politique qui aujourd'hui finalement on s'est retrouvé avec des membres du gouvernement qui se sont réunis autour de leur ancien chef d'État, le colonel Zida, pour créer un parti politique. Vous voyez que ça biaisait naturellement la gestion de la transition. Aujourd'hui, nous assistons à une transition qui a pratiquement, je dirais, les mêmes pratiques. Quand une transition organise des meetings, c'est clair que la vision de l'opportunité de la transition pour que les populations puissent en bénéficier pose énormément de difficultés. Et du coup, les populations deviennent comme des observatrices. Elles observent, elles subissent et elles finissent par se résigner. Et c'est comme ça. Je vous donne un exemple pratique, comme le cas de Houndé que je connais. Alors, nous avions construit vers la fin de notre mandat 2 centres de santé. Quand la transition est arrivée, la transition a voulu bien ouvrir. Mais malheureusement, ça a été bloqué. Pourquoi? Les services techniques déconcentrés de la santé jugent que ce n'est pas opportun. D'ouvrir les 2 centres de santé. Et l'explication, c'est quoi? Ils trouvent que soit les centres de santé sont au cœur de la ville, un autre centre de santé est très isolé. Vous voyez, quand on donne des explications comme ça, mais si on était dans le cadre des élus, ça se dessinerait autrement. Parce qu'aujourd'hui, c'est des services techniques déconcentrés avec chacun sa tutelle. Et quand le problème se pose, on envoie ça là-bas et du coup on tranche. Quand on tranche, avec le préfet PDS, il ne peut plus bouger. C'est son patron qui a tranché. Mais un maire, si le haut commissaire par exemple lui dit tu ne fais pas ça, il fait ça autrement. Parce que lui, il a un engagement avec la population, il n'a pas un engagement avec l'administration. Donc vous voyez là où il y a des difficultés. Et il y a plein d'autres choses. Nous, on avait initié 3 km de bitume. Quand la transition est arrivée, ils ont dit non, ça c'est le deal du maire, on efface ça. Ils ont effacé. Et la route n'a pas été goudronnée? Non, pas du tout. Pourtant, c'est clair, le marché avait été passé et ça devait s'exécuter. C'est des exemples que je donne comme ça, pour que vous compreniez. Ici, ça c'est ce que je connais dans ma commune. Mais ailleurs, ça devient un peu plus compliqué. Peut-être ça, il y a beaucoup de dérives. Voilà, par exemple. Donc, comprenez avec moi, les populations, à un moment donné, deviennent comme pris entre 2 tenailles. Et puis, elles subissent et finissent par se résigner. Elles finissent par se résigner, comme vous l'avez répété, mais il y a aussi les partenaires. Les mairies ont des partenaires techniques et financiers qui sont de l'autre côté. Est-ce que ces partenariats continuent? Parfois oui et parfois non. Il y a des partenaires qui sont sensibles au pouvoir issus des urnes. Et il y a des partenaires qui peuvent se débrouiller avec des pouvoirs issus d'autres formes, soit une insurrection, soit un coup d'État.
Mais la plupart des partenaires, il faut le mentionner, préfèrent donc les pouvoirs ici des urnes. Et du coup, ça pose un problème. Je vous raconte une anecdote. J'étais à un atelier où on élaborait donc ce qu'on a appelé le guide du maire en promotion de la santé. Et on a fini, on a adopté, on a validé. On vous souhaitait diffuser donc les guides. Mais le partenaire s'est opposé en disant bon, je ne peux plus continuer à financer parce que bon, les maires ne sont pas là. Et les préfets qui étaient avec nous, ils disent mais attends, mais nous aussi on joue le rôle de maire. Le partenaire dit oui, je sais, mais bon, nous, notre financement, on a vraiment besoin des élus. Donc vous comprenez que ça c'est à une échelle assez basse. Mais si vous allez à une échelle plus élevée, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de partenaires qui reculent et qui attendent que l'ordre constitutionnel normal s'établisse. Vous comprenez? Et c'est ça. Beaucoup de partenaires sont très sensibles à la question donc, des pouvoirs issus des urnes. D'accord. Mais par rapport aux grands travaux, vous avez dit par exemple chez vous qu'il y a une route qui devait être goudronnée qui a été mise en stand-by. Il y a aussi l'exemple de ce centre de santé qui n'a pas encore ouvert ses portes. Mais est-ce qu'il y a d'autres chantiers qui peuvent être à l'arrêt ou de nouveaux chantiers peuvent être envisagés dans le cadre de la transition? Oui, naturellement. Il y a des chantiers qui souffrent dans la commune de Houndé. Il y a des chantiers qui souffrent liés à la crise que la commune a connue. Nous avons introduit un peu par cette crise. Mais il y a des chantiers aussi qui souffrent parce que bon, la délégation spéciale a jugé qu'il ne peut pas aller dans ce sens. Voilà, donc ils ont arrêté. Mais la délégation spéciale elle-même fait des investissements pour des projets qui les convainquent. C'est aussi comme ça. Mais ce que je dis, c'est que une délégation spéciale a quelques pannes. C'est l'engagement vis-à-vis des populations et la redevabilité telle que les élus le font. Ça ne peut pas être dans le même registre. Ça doit être la même chose. C'est pas possible. D'accord. Alors, vous dites que parfois, après la transition, au niveau des collectivités, il y a beaucoup de dégâts. Quelles sont les natures de ces dégâts? Moi, je vous donne un exemple pour la commune de Houndé que j'ai connue quand j'ai pris les reins en 2016. Nous sommes venus trouver un parc à vaccination que nous-mêmes nous avons réceptionné, mais en moins d'une année, le parc était gâté. Nous avons réceptionné des réfections d'école et en moins de 6 mois, c'est gâté. Bon, donc, je comprends aisément qu'à quelque part, le suivi n'a pas été fait correctement. Et je comprends que les gens sont allés vite pour pouvoir terminer. Surtout que la transition de 2014 avait vraiment des limites. C'est pas comme la transition-ci, en tout cas, qui est matériellement limitée dans le temps. Voilà, que la transition-ci, elle est un peu glissante. Donc, du coup, bon, les gens ont peut-être un peu de marge de manœuvre. Bon, on espère que, c'est pour ça que je dis, j'espère qu'après la transition, il n'y aura pas véritablement des dégâts. D'accord. Mais il y a aussi les textes qui régissent les collectivités au niveau du Burkina Faso. Les textes sont clairs, il y a le Code général des collectivités qui est en relecture et même le Code électoral qui est en relecture. La question c'est quel texte pour nos collectivités pour que même en cas de transition, que les collectivités puissent rester intactes et faire leur mission. Non, Bernard, ce n'est pas les textes qui posent problème. C'est la volonté du politique. C'est des personnes qui posent problème. La transition n'était pas obligée de dissoudre les collectivités. Ce n'est pas ce que le Code général des collectivités dit. Les cas où on peut mettre les collectivités sous délégation spéciale, c'est connu dans le Code général des collectivités. Ce n'est pas dit qu'en cas de coup d'État, il faut mettre les collectivités sous délégation spéciale. Voilà, mais comme il est laissé une ouverture, l'autorité peut décider en cas de non-fonctionnement. Même la commune de Houndé que j'ai dirigée a frôlé un peu la délégation spéciale parce qu'on a eu des blocages, il y a des conditions. Voilà, vous voyez le cas du Mali. Le Mali n'a pas mis ses collectivités sous délégation spéciale. Les collectivités sont restées. J'ai des collègues maires avec qui nous avons fait le Rwanda qui sont toujours là-bas. En Guinée, c'est la même chose. J'ai des collègues de la Guinée avec qui on a fait une réunion de l'UEMOA qui sont toujours maires là-bas. Ils n'ont pas changé. Mais au Burkina, nous, on a une vision un peu plus politique de nos transitions. C'est peut-être ça qui pose problème. Quand la transition veut jeter des bases politiques, elle est obligée de détruire les partis qu'elle accuse d'être des bases politiques. Voilà, donc c'est peut-être un peu ça. Et ça pose beaucoup de difficultés dans la relance du développement local. Madame, Monsieur, vous êtes bien à l'émission Monde Politique de la radio Watt FM qui émet sur la 100.7 et de la télévision Story TV. Notre émission se poursuit avec l'expert en développement local Dissa Bourema Nyoumou. Nous allons continuer cette émission, Monsieur Nyoumou. Maintenant, en ce qui concerne la relecture des textes,
Vous dites que c'est vraiment pas les textes le problème, parce que quelqu'un peut venir faire fi des textes et puis dissoudre. D'ailleurs, en 2014-2015, on a vu que l'ancien maire de Kindi, Thomas Bagamzanré, était le chef de file des maires qui s'était érigé contre la dissolution illégale des collectivités. Il avait d'ailleurs devant les juridictions burkinabées, le procès a été gagné, mais bon, en ce moment, la transition était finie. Donc ce n'est pas un problème de texte, c'est beaucoup plus la volonté des hommes. Mais en même temps, le Burkina Faso est en relecture du Code général des collectivités. À quel changement pourrons-nous nous attendre? Bon, je pense que le changement majeur que les gens ont réclamé, c'est l'élection du maire au suffrage universel. Direct. Direct. Alors, donc, au suffrage direct plutôt. Alors, c'est dire que les gens méconnaissent la situation, c'est pour ça qu'ils s'acharnent sur le mode d'élection du maire. Bon? Oui, soyez plus explicite. Je veux dire que le problème du Burkina, ce n'est pas les textes. Le problème du Burkina, ce sont les hommes qui doivent appliquer les textes. Mais si le maire est élu par suffrage universel direct, est-ce qu'il n'est pas plus légitime? Il n'a pas plus de légitimité que quand les conseillers choisissent le maire. Mais ils vont fabriquer des monstres intouchables. Comment ça? Ben, un maire qui est élu au suffrage direct, il n'a pas de compte à rendre à un conseiller ni à un village. Un maire peut se faire élire par un secteur. C'est suffisant. Voilà. Imagine si tu as 10 secteurs, 15 villages, ou voilà. Mais et tu te fais élire par un secteur. Parce que tu as eu le plus de voix dans ce secteur. Ben, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens un tout-puissant, intouchable. C'est là où il y a la difficulté. Mais là aussi, on peut mettre des garde-fous aussi. Oui, mais quel garde-fou vous allez mettre? Puisqu'il est élu comme un député, il a son mandat de 5 ans, vous ne pouvez pas le destituer, sauf en cas de faute grave. Voilà. Sinon, je ne vois pas quel garde-fou ils vont mettre. La difficulté que nous avons, c'est l'application des textes et l'absence de l'État dans l'application des textes. Et l'utilisation de l'administration par certains politiciens pour changer X ou pour changer Y. Vous avez vu toute la crise qu'on a connue après les élections municipales de 2016. C'était lié à l'utilisation de l'administration par les politiques. Même si je ne suis pas d'accord avec la loi sur la dépolitisation de l'administration, mais il faut reconnaître qu'à quelque part, parfois, certains politiciens utilisent l'administration. Regardez le cas de Saponé. C'était pratiquement comme de la catastrophe. Donc, allez-y, regardez d'autres communes, Barani, là-bas, les gens s'opposent à l'administration, les gens affrontent l'administration. Même si nous élisons le maire au suffrage direct, le même problème va se poser. Quand je prends le maire de Barani qui était comme persona non grata à Barani, c'est pas parce qu'il est élu au suffrage direct ou élu par des conseillers municipaux élus. Le problème, c'est le fait que l'administration elle-même est absente dans la réglementation. Et deuxièmement, nous organisons tous ces textes-là. Parfois même, nous n'associons pas le monde judiciaire dans l'élaboration des textes. Et quand on a des problèmes, on se déporte chez eux. On leur dit, bon, appliquez, dites la loi, mais il faut qu'eux-mêmes, ils soient là en train de façonner la loi avec nous. Et le jour où il y a un problème, ils tranchent là-dessus. Donc, globalement, il faut que l'on comprenne que il ne suffit pas d'avoir une nouvelle constitution pour que le milieu politique soit stable. Il ne suffit pas d'avoir un cadre juridique pour les partis politiques, pour que les partis politiques soient stables, pour que ce soit sain. Non, il faut des hommes sains pour appliquer des textes, peu importe, même si les textes sont au minimum. Aujourd'hui, si nous avons une nouvelle constitution, paf, on lit, et quelqu'un d'autre vient faire un coup d'État sur ça, vous faites quoi? Les coups d'État, ça ne prévient pas. Les coups d'État, ça ne se discute pas avant de l'appliquer. Et lorsqu'il y a ces genres de coups de force, naturellement, tout se chamboule. On a des chartes qu'on glisse sous la Constitution ou sur la Constitution, Bernard. D'accord. Mais maintenant, par rapport à cette relecture, c'est vrai que vous dites que le grand changement, c'est que le maire va être élu au suffrage universel direct. Maintenant aussi, il y a la question de la candidature indépendante qui avait été exhibée à un moment donné. Sur le plan théorique, au niveau des collectivités, aujourd'hui, comment cela se passe? Est-ce qu'un indépendant peut conquérir? Bien sûr, les dernières élections, même pas au niveau des collectivités, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu des indépendants. Est-ce qu'au niveau des collectivités, c'est possible? Non, au niveau des collectivités, tu ne peux pas faire l'indépendant. C'est assez difficile. Voilà, parce qu'il faut bien que tu aies un regroupement d'indépendants. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que tes conseillers municipaux, eux aussi, c'est des élus à part entière.
Donc, il faut que lui soit indépendant sur sa circonscription électorale pour que, bon, vous constituiez cette indépendance et pouvoir aller ensemble. Bon, mais si on veut faire la candidature indépendante sur les collectivités, c'est facile, on organise et puis... Beaucoup de gens même préfèrent ça, même le suffrage direct. Mais je dis, les raisons qu'on évoque pour aller dans ce sens ne sont pas des raisons fondées. Vous dites que ce ne sont pas des raisons fondées, mais comment est-ce qu'on va faire pour élire le maire? On l'élit avec son adjoint? Je pense que le mieux pour nous, c'est que l'administration joue son rôle de régulateur et de validation des élections. Il faut qu'on évite de faire des tiraillements qui n'ont pas de sens. Moi, je vous donne l'exemple de la commune de Houndé. Quand j'ai été élu 2 fois maire, j'ai été élu une première fois, contesté, et on est allé en justice. On nous a demandé d'aller reprendre les élections. Mais pourtant, j'avais largement raison pour garder mon poste. Donc, quand on est reparti faire les élections, j'ai gagné. Donc, pour moi, il faut qu'on ait une situation saine dans la gestion des élections. Même si nous mettons des garde-fous, je dirais des textes bien élaborés, s'il n'y a personne pour surveiller l'application, nous retombons dans la même catastrophe. Alors, retomber dans la même catastrophe, mais comme je l'ai dit, il y a quand même un mode opératoire. Oui. On va élire un maire au suffrage universel direct, son adjoint, on l'élit comment? L'adjoint, naturellement, on est obligé de l'élire à travers les conseillers. Parce que vous ne pouvez pas partir dire, bon, moi je suis... sur la base de colistier? Oui. Vous êtes obligé. Non, on n'est pas aux États-Unis où le président et son vice-président qui vont en binôme. Mais je pars du principe que si on élit le maire, s'ils vont sur la base du suffrage direct, on élit le maire et on vient les conseillers élire les 2 adjoints ou les 3 adjoints ou les 4 adjoints en fonction donc des collectivités. Voilà, ça peut-être, ça peut. Et il y a les présidents de commission aussi qui sont élus. Parce qu'on ne peut pas tout organiser et mouler ça dans l'élection. Donc, on aura 2 formes d'élection. Le maire, lui, élu au suffrage direct et le reste de son bureau élu maintenant par les conseillers. C'est-à-dire que même le contrôle peut échapper parce que le maire peut être élu maire mais n'est pas forcément avoir l'argent qu'il veut. Oui, par exemple. Ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Mais avec l'expérience que vous avez, qu'est-ce qui est mieux? Non, que vous soyez élu avec votre adjoint en même temps? Bon, pour vous dire la vérité, les adjoints ne sont pas forcément utiles dans la gestion d'une collectivité. Parfois, ils sont relégués à célébrer des mariages, à représenter le maire à des cérémonies. Voilà un peu le rôle parfois que jouent malheureusement les adjoints. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à l'entame que nous risquons de fabriquer des intouchables ou des tout-puissants au niveau local. Parce qu'il n'aura pas de compte à rendre, même à son adjoint, ni à ses conseillers. Ni peut-être à certains villages. Il ne comptera que sur les villages qui peuvent lui faire garder son poste et le faire réélire. Donc il faut qu'on fasse très attention. Parce que lorsque le maire est élu par les conseillers, le maire garde en mémoire qu'il a été élu par les conseillers tout son mandat. Et le principe était décrit de telle sorte que quand ça ne va pas, les conseils se réunissent et peuvent même défier le maire. Il peut prendre une motion de défiance. Oui, à travers une motion de défiance. Alors, si aujourd'hui vous élisez un maire au suffrage direct et vous allez introduire une motion de défiance, ou bien c'est l'administration qui va venir déchoir le maire comme ce que le Matede avait fait à l'époque, en ce moment, ça pose énormément de problèmes et d'autres difficultés. En ce moment, ça fait que les gens vont utiliser encore l'administration pour régler des comptes politiques. Pour régler des comptes politiques, malheureusement, c'est ce qu'il faut éviter. Et nous sommes à l'émission Monde Politique avec M. Dissan Bourema Nyoumou, expert en développement local, ancien député maire de la commune de Houndé. Sur le plan politique, il est chargé de mission du PPS. Je rappelle que notre invité est multicasquette puisqu'il est également nutritionniste. C'est d'ailleurs sur les questions de nutrition que nous avons campé le décor de cette émission. Nous continuons de parler de développement local. Vous avez dit que le transfert de compétences se fait attendre. Alors, quand on parle de transfert de compétences, alors, il s'agit de quoi exactement pour ceux qui viennent de découvrir ce qu'on appelle transfert de compétences aux collectivités territoriales? Les transferts de compétences se définissent à 2 niveaux. Il y a la ressource humaine qu'il faut transférer naturellement et il y a les ressources financières. Mais ce qui est important, c'est ce qu'on doit faire. Quand vous prenez le cas de l'éducation, aujourd'hui l'éducation est quasiment et totalement transférée aux collectivités.
Totalement. Oui, surtout le primaire. Le post-primaire, pas encore. Mais le primaire est totalement... Y compris les ressources humaines. Parce que lorsque l'inspecteur veut faire des affectations dans la commune, il vient soumettre le projet au maire. La santé a transféré les infrastructures et le fonctionnement. Mais la ressource humaine reste encore aux mains de l'autorité centrale. Quand vous prenez les questions d'eau, les questions d'eau sont transférées aux collectivités. Mais il reste encore quelques investissements qui sont faits par le niveau central. Du coup, c'est de ça que je suis en train de parler. Beaucoup de compétences devraient être transférées. Mais on se rend compte que c'est comme si on a porté un boubou aux collectivités et on est arrêté derrière, on appuie sur le bout du boubou, on veut avancer, on ne peut pas avancer. On dit, mais on t'a habillé, il faut avancer. Mais tu ne peux pas avancer. Je donne l'exemple des cantines scolaires que je connais très bien, que le MENA a transféré aux collectivités. On transfère donc la cantine scolaire aux collectivités et le contrôle de la qualité de la cantine scolaire reste au MENA. Vous comprendrez que si tu exécutes un marché, dans le principe de la commande publique, quand tu veux exécuter un marché, le suivi contrôle est intégré dans le marché. Du coup, beaucoup de collectivités ont eu du mal à faire contrôler les vivres pour pouvoir les livrer aux écoles. Ça pose énormément... je vais dire qu'il y a des compétences même que les gens refusent de transférer. Ah oui? C'est récemment que l'environnement a commencé à discuter avec les maires. Sinon, l'environnement, c'est un secteur qui est transféré aux collectivités. Mais jusqu'à présent, tu ne verras pas une collectivité qui gère les questions de l'environnement. Voilà, donc il y a tous ces aspects qui sont là. Parfois, il y a des projets qui viennent et on dit il faut faire l'assainissement, nettoyage, on nettoie la ville. Bon, non, ce n'est pas réellement ça, les questions d'environnement. Il y a les forêts, il y a tout ce qui est piste à bétail. Mais jusqu'à présent, toutes ces questions sont centralisées au ministère de l'Environnement. Donc, il faut que les transitions profitent de cette période et de donner réellement les choses aux collectivités et de faire des collectivités la base solide, inébranlable. Mais sinon, nous allons continuer à faire des retournements. Normalement, le niveau central peut être secoué, mais la base ne doit pas être secouée. C'est comme une pyramide. Si une pyramide est bien assise, le sommet peut se détériorer, mais en bas, ça reste égal. Donc la transition en ce qui concerne le transfert de compétences peut faire en sorte que ce soit réellement opérationnel dans ce contexte? Naturellement. Si aujourd'hui les autorités qui sont au pouvoir, s'ils ont une volonté et un engagement, ils feront des collectivités ce qu'elles doivent être dans le cadre de la communalisation intégrale. Le Burkina est dedans, ça fait maintenant plus de 20 ans. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi jusqu'à présent il y a des collectivités qui somnolent? C'est quasiment inimaginable. C'est inimaginable. Il manque une volonté politique d'autonomiser et d'outiller les collectivités pour le développement local. Alors, nous avions appris également que dans la relecture des textes qui sont prévus, en ce qui concerne le Code général des collectivités, il y a la question du contrôle, parce que le contrôle se fait avant. Il y en a qui disent qu'il faut le faire a priori, parce qu'actuellement c'est a priori, il faut le faire a posteriori, parce qu'on a parfois un seul contrôle financier, un seul contrôleur financier pour plusieurs communes. Alors, la meilleure formule pourrait être quoi? Bernard, j'aime caricaturer le contrôle comme un père qui a mis au monde un fils et qui lui rend la vie impossible. Comment ça? Ce n'est pas les collectivités seulement qui ont un problème avec les contrôleurs financiers. Même l'État lui-même, l'État central même a des problèmes. C'est un peu comme ça. Vous avez vu que récemment, ils ont pris un décret pour dire, bon, il y a un certain nombre de choses qui ne seront plus contrôlées a priori, qui seront contrôlées a posteriori. Comme quoi? Ouais, bon, quand vous prenez les actes d'avancement, il y a des trucs qui sont plus contrôlés. Il y a des petits montants jusqu'à 1 million, on ne contrôle plus. Après, maintenant, le gars vient voir si c'est bien fait. Je peux vous assurer, un maire qui n'est pas en phase avec son contrôleur, tu n'investiras rien dans ta commune. Sérieux? Pour un S, on peut faire une observation et puis te renvoyer ton dossier. Et tu reprends. Oui, c'est pas, je ne parle pas, moi je ne suis pas un théoricien, je parle de ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu. On parle de contrôle financier, vous parlez de S, ce n'est pas... Mais naturellement, le contrôleur est libre de dire, bon écoutez, tu as mal mis un S ici, bon, moi je ne peux pas lire ça, il faut renvoyer. Alors que sans son visa, tu ne peux pas avancer. Rien faire. Voilà.
Bien qu'aujourd'hui les collectivités sont en train d'être mises sur ce qu'on a appelé le CICT, la comptabilité intégrée des collectivités territoriales. C'est un logiciel à l'image du logiciel central qui est le CID, circuit intégré de la dépense. Donc, mais malgré ça, le contrôleur doit cliquer à quelque part. S'il ne clique pas, tu ne peux pas avancer. Vous ne pouvez pas les cliquer vous-même. Non, vous pouvez pas. Mais naturellement, chacun a son mot de passe pour aller cliquer. Donc si tu n'as pas le mot de passe du contrôleur, il ne peut que te faire languirer. Et c'est comme ça. Et pour ça, en quoi est-ce que cette transition peut être une opportunité pour régler? Moi, je pense que les communes urbaines, les 40 communes urbaines peuvent être dotées de contrôleurs financiers. On n'en manque pas. Ils sont nombreux. Si le contrôleur financier est intégré à la collectivité, il n'y a aucune influence du maire, mais au moins il sait que c'est son travail qui est là. Il y a des maires qui ont poursuivi des contrôleurs dans d'autres régions pour faire signer leurs papiers. Oui, puisque quand tu prends un contrôleur qui couvre toute une province, alors il a un seul contrôleur pour toute une province, alors que dans la question du contrôle, leur cachet, ça les engage toute leur vie. Donc il ne peut pas prendre son cachet donné à son adjoint pour cacheter à sa place. Donc, si le contrôleur aussi a ce qu'on appelle, vous me permettrez le terme, a son gombo d'atelier ou de quoi, bon, il s'en va là-bas et vous êtes là, vous attendez. Jusqu'à ce qu'il revienne, il peut se taper peut-être un mois. Je connais des communes où ils attendent le contrôleur un mois. Et les dossiers attendent. Et lui, il tourne. Et quand il vient, bon, il peut vous faire des observations. J'ai plein d'observations que j'ai archivées. Des observations, parfois, tu te demandes, mais attends, on est dans quel monde? Donc, le contrôle, normalement, moi si je dois me prononcer sincèrement sur le contrôle, je pense que nous infantilisons les ordonnateurs. Que ce soit les maires ou les ministres qui ont le contrôle, c'est de l'infantilisation. Il faut mettre chacun sous sa responsabilité. Mais comme c'est un système qui est imposé parfois par les partenaires, on nous met des mesures coercitives pour parfois même nous empêcher d'absorber les budgets dans les investissements et dans le fonctionnement. Sinon, si tu es un maire, si tu déconnes, bon, tu prends la responsabilité. Si tu es un ministre, si tu fais un mauvais investissement, tu en prends la responsabilité. Malgré la présence des contrôleurs, il y a des gens qui font des dégâts. Voilà, il y a des cas. Ce n'est pas à moi de les citer, il y a plein de cas. D'accord. Mais il y a aussi le retour de l'administration, les services de concentrés de l'État qui sont là. Bon, vous avez le ministère de tutelle, le matériel, à travers les préfets, les hauts commissaires qui sont là. Et dans la même commune, vous avez le maire. Est-ce que le préfet, sa présence, il y a décrié ou pas? Est-ce que dans la relecture et puis dans la transition actuelle, il faut régler cette question-là pour demain? Et comment on la règle, pardon, pour demain? C'est une volonté politique. Le haut commissaire, il est nécessaire, mais je pense qu'au stade où nous avons atteint, et la génération des maires, nous n'avons pas besoin de préfet. Actuellement, le préfet, il fait quel boulot? Ben, le préfet, là, il est président du tribunal départemental. Quand il y a des agriculteurs, des éleveurs qui se bagarrent à quelque part, il se sert de gérer. Bon, c'est lui qui fait les jugements supplétifs. En fait, ils ont parfois même pas un boulot consistant. Ils tournent les pouces. Mais comme c'est l'organisation de l'État jusqu'à la circonscription administrative la plus basse, c'est le président du département, mais il est là à côté avec le maire. Le maire qui n'a pratiquement pas de compte à rendre à un préfet, il rend compte peut-être même au haut commissaire pour avoir des conseils. Donc vous comprenez que c'est un doublon. Il y a des préfets. Est-ce qu'il n'y a pas souvent des crises entre les préfets et les maires? Naturellement, il y a des crises. Il y a des crises. Ça ne manque pas. Si le maire n'est pas modéré, forcément, il va rentrer en collision avec le préfet. Tout comme au niveau supérieur, entre le président de collectivité, oui, le gouverneur et le président du conseil régional. Non, là-bas, les choses sont claires. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas d'embâche, il n'y a pas d'ambiguïté. Non. C'est au niveau des préfets. Parce que le préfet a le même territoire pratiquement que le maire. Et joue pratiquement des rôles du maire. Quand je parle des jugements supplétifs, quand je parle du tribunal départemental, même quand je dis qu'il règle des problèmes agricoles, mais le maire est le premier qu'on saisit. Mais tous ces trucs, mais ce qui est assez paradoxal, c'est que d'abord à l'intérieur d'une mairie, une commune urbaine,
il y a toujours un administrateur civil comme secrétaire général. Oui. Il fait quoi? Qu'est-ce que le préfet fait que le secrétaire général de la mairie ne peut pas faire? Mais qu'on lui délègue ses pouvoirs du préfet. Et il est à l'intérieur de la mairie sous le maire. Il y a des préfets qui n'ont même pas de bureau. C'est moi qui vous dis. C'est moi qui vous dis. Et si vous allez dans le bureau de certains préfets, c'est compliqué. Allez-y à Boni. Si ce n'est pas maintenant, je ne sais pas. Mais allez-y à Boni voir. Est-ce qu'il y a une préfecture digne de ce nom? Dites-moi. Donc, c'est pour vous dire, l'État lui-même se crée ses propres problèmes. Aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin des préfets. Mais aujourd'hui, ils disent que les préfets assurent en même temps la délégation spéciale. Oui, ça c'est parce que nous-mêmes, nous créons des crises. S'il n'y avait pas eu coup d'État, est-ce qu'il y aurait délégation spéciale? Moi, je parle en situation normale. Je ne parle pas des situations exceptionnelles. On n'aura pas toujours des coups d'État. La situation normale, c'est que dans un contexte de fonctionnement normal, le préfet et le maire se marchent dessus parfois. Et ça pose des problèmes. Parfois, ça pose même des problèmes de protocole, de quoi. Ça se tient au bout de petits fils. Donc, si le maire n'est pas modéré, la collision est évidente. Alors, bon, aujourd'hui, on n'a pas besoin de ça. Sur le plan de la collaboration, vous avez parlé des collectivités, des services qui ont été, des services transférés, donc le transfert de compétences. Est-ce que le préfet a une part de responsabilité dans une des compétences données? Je dois dire oui. Oui, pourquoi? Parce que quand je dis que le préfet est le président du tribunal départemental, il règle certains conflits, il y a des jugements qu'ils font, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, il y a des actes qu'ils prennent, bon, et là, c'est aussi ça. Mais je dis et je redis, le secrétaire général de la mairie des communes urbaines peut faire ce qu'un préfet du département peut faire. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que c'est aussi nécessaire. Mais là où je parle des transferts de compétences, c'est des compétences beaucoup plus techniques, c'est même pas administratif. Si c'est administratif, le secrétaire général de la mairie peut jouer ce rôle. Donc du coup, on n'a pas besoin de ce doublon. Mais je dis, de l'autre côté, il y a une organisation de l'État qui dit qu'il faut le représentant du président jusqu'à la dernière circonscription administrative. Et vous voyez, là où il y a problème, parfois, nous on installe les CVD et le préfet vient valider. Les maires installent les CVD et le préfet vient valider. Alors, ce n'est pas c'est le maire qui préside la mise en place des CVD, c'est le maire qui préside et le préfet vient maintenant pour valider, pour dire bon voilà, à partir d'aujourd'hui, vous êtes installé. Non, c'est le maire qui envoie le PV pour que le préfet valide. Exact. Bon, vous voyez, c'est des lourdeurs administratives. Bon. Finalement, les CVD rendent compte à qui en ce moment? Les CVD sont à cheval entre le maire et le préfet. Il y a des fois, le maire appelle les préfets pour les CVD pour une réunion. Il y a des fois, c'est le préfet qui appelle les CVD pour une réunion. Bon, vous comprendrez que, bon, comme le maire, lui, leur donne un budget, il sera beaucoup plus influent auprès des CVD. Comme le maire, lui, c'est lui qui, avec son conseil municipal, qui décide des investissements dans les villages. Bon, donc, il y a tous ces aspects. Du coup, il arrive des moments où la collaboration entre le maire et le préfet devient une frustration. Et ça pose énormément de problèmes. Donc, c'est pourquoi je plaide en faveur de l'unification de ces services-là, à la base. Voilà, c'est vrai que le maire est un élu et le préfet est un représentant de l'administration nommé, mais le président qui l'a nommé, lui-même, c'est un élu. Donc, en fait, on est dans un système, je dirais, bon, atypique. On est dans un système atypique, malheureusement aussi, c'est la fin de cette émission. Le temps qui est parti est terminé parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes penchés sur les transitions au Burkina Faso. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité pour les collectivités territoriales? Parce que là-bas, il s'agit d'autres réalités et d'autres projets qui n'ont parfois pas de choses à voir avec au niveau de l'État central. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. Nous disons merci à Monsieur Dissa Bourema Nyoumou d'avoir répondu présent à notre invitation. Avec lui, cette émission est terminée. Nous vous disons merci, vous qui l'avez suivi. Et nous nous donnons rendez-vous le week-end prochain pour un autre numéro de votre émission Monde Politique. Au revoir et bien des choses chez vous.